Olivier, bonsoir. Bonsoir Boris. On se trouve ici dans ce magnifique lieu, la Montgolfière. Oui. On va essayer de décoller ensemble, peut-être voir les choses d'en haut. Très bien. Et je vais vous faire parler d'un aspect de votre carrière, un aspect de votre personnalité. Je vais m'adresser à Olivier le Californien et Olivier l'artiste. D'accord. Donc on va oublier ce soir Fort Boyard, on va oublier le présentateur extrêmement populaire, connu des Français, apprécié des Français. Il me semble, Olivier, qu'en 2002, alors qu'en France, voilà, il y a un petit passage à vide, oui. Et subitement, vous allez tenter l'aventure américaine. Oui, je ne l'ai pas tenté par le fantasme réel que l'on pourrait avoir vis-à-vis de l'Amérique. Je l'ai tenté parce qu'en fait, il me fallait une destination qui soit la plus lointaine possible de Paris, à un moment où des gens de ce métier que je pensais être des amis ou des complices m'ont tout simplement tourné le dos, et j'avais besoin donc de trouver un endroit où de mon côté, je m'offrais une nouvelle virginité, donc un endroit où on ne me reconnaîtrait pas, et deuxièmement, un endroit où, idéalement, quand j'allais commencer ma journée, ceux qui, à Paris, y vivaient, allaient finir la leur. Et avec le décalage horaire entre Los Angeles et Paris, j'étais plus ou moins dans les clous, c'est-à-dire qu'en effet, vers 9-10 heures du matin, il est 18-19 heures ici, donc en tout cas, on va dire, la journée active est terminée, alors que moi, la mienne commençait. Et j'avais besoin de ces deux choses-là pour tenter quelque chose. Alors je ne savais pas trop quoi, si je suis très honnête avec vous. Ce que je savais en revanche, c'est qu'il me fallait un lieu que je ne connaissais pas, je n'étais jamais allé en Amérique. Il me fallait un lieu occupé par une langue que je connaissais un peu, parce que mes grands-parents paternels étaient anglais, mais malgré tout, je ne la maîtrisais pas très bien, mais en tout cas une langue qui n'était pas la mienne, et encore une fois dans un fuseau qui n'était pas du tout le fuseau parisien. Alors, ce qui paraît formidable, c'est que quand même, là, vous travaillez sans filet, vous partez donc. Il y a l'anglais et il y a, je crois, le théâtre qui vous attend. Et le théâtre, c'est vrai, parce que je pars avec un projet qui est un projet, alors qui n'est pas un projet de vie, qui n'est pas un projet de renaissance au sens strict du terme au moment où je m'en vais, mais en fait, je ne savais pas à ce moment-là que j'allais en fait faire un voyage qui allait me permettre d'avoir un rendez-vous avec moi-même. Mais ça, je l'ai appris plus tard. Comme souvent d'ailleurs dans la vie, on emprunte des chemins dont on se dit qu'ils vont nous éloigner des soucis qui sont les nôtres, alors qu'en fait, ce sont seulement des chemins qui vont nous ramener à nous, ou nous amener à nous. Parce que parfois, on avait même perdu le sens de l'écart qui s'était creusé entre soi et soi-même. Et c'était un peu mon cas, finalement. Et donc, quand je suis arrivé là-bas, c'est vrai qu'il y avait cette idée de me replonger dans le théâtre, car finalement, à la fin des années 80, quand je suis arrivé à Paris, c'était pour le théâtre que j'étais venu, pas pour faire de la télé. Absolument, on connaît votre itinéraire, un enfant d'Ixelles, une famille d'artistes, oui. Un papa, une maman qui sont quand même artistes. Alors artiste pas dans le théâtre, ma mère est artiste peintre, elle a fait les beaux-arts. Mon père, c'est pas vraiment qu'il est artiste, parce que mon père c'est un self-made man, il a essayé de se débrouiller, on va dire. Il a tenu un club privé à Bruxelles dans les années 60, début des années 70. Puis après il était restaurateur, mais c'est vrai que la famille en général a plutôt été une famille baignée dans l'art, oui. Alors est-ce que ça facilite l'entrée dans ce mythique Actors Studio où vous allez être formé? Qu'est-ce qui se passe? Comment on toque à la porte d'abord? On frappe en fait en se disant que comme on n'a plus grand chose à perdre et que l'on est très porté par ce truc-là, parce que le théâtre m'a toujours porté et continue de m'habiter, même si aujourd'hui j'ai pris la décision que je ne jouerai plus, mais en même temps il y a d'autres manières de se nourrir du théâtre, pas uniquement en jouant. Mais donc j'ai frappé à la porte et il y avait des auditions qui étaient proposées, qui sont toujours proposées. Alors moi, il faut le dire, il faut être très précis, je n'ai pas été à l'Actors Studio Maison Mère, j'ai été à Strasberg Institute, qui est la section formation de l'Actors Studio, que Lee Strasberg a créé dans les années 60 pour permettre à un plus large spectre de comédiens et de comédiennes d'apprendre la méthode. Et donc mais ce qu'il y a, c'est qu'à travers cet institut, j'ai pu entrer à l'Actors Studio Maison Mère, j'ai pu participer à des masterclass là-bas et à participer à des workshops, comme on dit, c'est des ateliers de travail avec des gens très inspirants que sont entre autres Al Pacino, que sont Shelley Winters, que sont Denzel Washington et
Et puis Barbara Bain qui est... Alors Barbara Bain, pour ceux qui nous regardent, c'était la blonde qui a incarné Cinnamon Carter dans Mission Impossible, la série des années 60-70. J'en été red dingue quand j'étais petit garçon. Donc évidemment, après l'avoir dans mes bras en tant que professeur et moi élève en art dramatique, c'était un moment assez surréaliste. Mais donc Barbara est ma professeure d'art dramatique. Encore aujourd'hui, elle tient un workshop hors Acteur Studio que j'ai intégré. Et donc voilà, j'ai frappé. J'ai passé des essais et puis j'ai été intégré. Et là, j'ai commencé à comprendre ma peine parce que c'est bien beau de vouloir se replonger dans le théâtre, dans une langue qui n'est pas la sienne. C'est bien beau de se dire qu'on va approcher de la méthode que je ne connaissais pas plus que ça. Je connaissais de manière livresque, mais je ne l'avais jamais expérimentée. La méthode de Strasberg, c'est un vrai travail sur soi. Contrairement à ce que beaucoup de gens disent et caricaturent, ce n'est pas une psychanalyse de bazar, dangereuse d'ailleurs, où on irait gratter des choses délicates qui pourraient d'ailleurs nous mettre à terre. Non, au contraire, c'est un travail très exigeant. Mais c'était un travail, semble-t-il, qu'il fallait que je fasse pour, finalement, faire que ce rendez-vous avec moi-même s'opère et, au-delà de ça, surtout, que je renaisse à moi-même. C'est ce qui s'est passé là-bas. Alors, qu'est-ce qui se passe, justement, quand, avec la méthode de l'Acteur Studio, on va puiser en soi des émotions? Qu'est-ce que vous trouvez à ce moment-là, en Californie, au fond de vous, que vous n'aviez pas trouvé en France, finalement? Qu'est-ce qui sort? D'abord, ce qui prédomine dans la méthode, c'est qu'ils vous disent on va vous apprendre peu de choses finalement, car vous allez les apprendre par vous-même, mais ce qu'on va peut-être réussir à faire, c'est à simplement vous apprendre à ne pas jouer. Ce qui peut paraître paradoxal pour une école d'art dramatique. Et quand ils vous disent ça, c'est parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, ce que veut la méthode, c'est pas eux ils veulent, c'est pas une secte, hein. Mais ce que veut la méthode, ce qu'aimerait la méthode, c'est que tous ceux qui s'en approchent puissent retrouver le plaisir, et au-delà du plaisir, l'authenticité du jeu que nous avions, petite fille ou petit garçon, quand dans la chambre d'enfant qui était la nôtre, on était roi de France, princesse, cow-boy, indien, brigand, policier, bref, on était vraiment. En tout cas, moi, j'ai souvenir que lorsque même je n'avais pas le pistolet en plastique qu'il fallait, même avec un bout de bois, j'étais réellement un cow-boy. Et vous auriez pu me dire n'importe quoi. Je n'en demandais pas. J'étais John Wayne à ce moment-là. Et donc, voilà, c'est ce truc-là. Ce truc de ne pas jouer à, mais d'être au moment où vous avez à jouer à. Alors, vous nous avez dit de manière incidente que vous ne souhaitiez plus pratiquer le théâtre. Oui. Quand on va aussi loin, finalement, dans le travail, on sent que c'est un travail en profondeur et que vous avez certainement des outils théâtraux que n'ont pas beaucoup de professionnels. Alors, pourquoi on décide finalement de mettre de côté, peut-être de manière momentanée, le théâtre? Je pense que c'est de manière... enfin, on ne peut jamais dire totalement... Jamais, évidemment, je sais bien, mais j'ai bien le sentiment que ce sera pour toujours. Mais simplement parce qu'ici, le problème est toujours le même. C'est qu'on peut être multicarte. Il y a plein de gens qui sont multicartes, qui font des shows à la télévision, qui font du cinéma, qui font du théâtre, parce qu'ils ont un accès à ces choses-là. Et puis il y en a d'autres, comme moi, qui ont plus de difficulté à imposer cet aspect multicarte. Et aujourd'hui, vu le temps qui passe, je vois pourquoi je perdrais tant de temps à essayer de convaincre des gens qui ne veulent pas être convaincus, au moins de me faire passer des essais ou de me faire travailler. Donc j'ai préféré... Alors c'est pas que je renonce à une part de moi, et c'est simplement que je préfère abandonner un temps perdu et qui, avec les années passant, est de plus en plus précieux, pour le consacrer à faire autre chose, mais qui me nourrit, enfin qui est toujours nourri par ce que j'ai appris et vécu, entre autres, à Los Angeles. Et l'écriture, par exemple, est un merveilleux moyen d'être à la fois tous les personnages que je crée, de les mettre en scène, de créer les décors et les costumes, puisque l'écriture vous autorise à être, toujours les grands mots de ceux qui disent « je suis le démiurge de mes histoires », mais c'est vrai qu'il y a de cela. En tout cas, il y a le fait que, voilà, on est en liberté totale, et surtout, au-delà de ça, il y a le fait que, comme vous devez incarner à travers votre plume toutes celles et tous ceux qui vont composer l'histoire, mais pour les faire vivre, en tout cas moi c'est ma façon de faire,
Rien de tel que de les faire parler, même vocalement, pendant que j'écris. Il y a une musique comme ça qui se dessine pour l'un ou pour l'une, et ça, c'est l'enseignement du théâtre qui m'aide aujourd'hui dans cet exercice. Effectivement, 3 ouvrages. Un récit sur l'histoire des speakerines qui marche très fort, je crois, qui est paru en poche cette année. C'est exact. Un roman, Oui. Un château Premier pour Hollywood, que je suis en train de lire, Olivier. Je ne le fais pas par démagogie, je le fais parce que le livre est bon. J'en gentil. parle pour nos téléspectateurs. Et enfin, une biographie. Alors, Olivier, je vais vous poser une question au sujet de cette biographie. Louis Jourdan, un peu comme Madame Bovary, est-ce que Louis Jourdan, finalement, c'est vous? Certains lecteurs ou lectrices m'ont fait part de ce truc-là après lecture du livre. Et j'avoue que moi-même, ça m'a interrogé après coup. Fort heureusement, je n'ai pas écrit le livre dans cet état d'esprit. Alors non pas que je me prenne pour Louis Jourdan. D'abord, il faut préciser qui était Louis Jourdan. Louis Jourdan, c'était un homme français, bien sûr, né à Marseille, qui est arrivé à Hollywood à la fin des années 40, en 46 pour être précis. Il a entamé là une carrière, après avoir fait une première carrière française, courte, qui était surtout pendant l'occupation. Il a entamé là une carrière américaine qui a fait de lui le dernier French Lover de Hollywood. C'était l'image, l'archétype du français, élégant, séduisant, qui gazouillait à l'oreille des filles et des femmes, lesquelles se pâmaient immédiatement à l'énoncé d'un mot gentil, et une image d'ailleurs qu'il détestait, même s'il en a profité, parce que cette image et ce qu'il incarnait lui a permis de commencer sa carrière là-bas. Mais c'est vrai que cette étiquette l'a également poursuivi et l'a empêché en fait. Jourdan est typiquement le genre d'homme, à l'époque de jeune homme, qui, c'est vrai, avait été gâté par la nature, par le charme et la beauté qu'elle lui avait donné, alors que lui l'a pris comme un fardeau épouvantable à porter, parce que ça l'empêchait de pouvoir jouer et travailler des rôles plus intéressants, des rôles que les studios américains à l'époque étaient plus prompts à donner à des gens qui avaient des gueules plus cassées, on va dire, ou en tout cas, d'après eux, plus intéressants. Donc voilà, pour ce qui est de Louis Jourdan, un homme qui vivait reclus au moment où je l'ai rencontré. J'ai bloqué, pas vraiment au sens propre, quoique, j'ai bloqué un peu la porte avec le pied pour entrer chez lui. Et de notre première rencontre est née 5 années de complicité, d'amitié, d'intimité, jusqu'à ce qu'il nous quitte en 2015 maintenant, donc ça remonte à un moment. Mes 5 années passées avec Louis et sa femme, c'est la relation qui s'est nouée entre nous. Fort heureusement, je ne l'ai pas vécue comme une relation miroir entre lui et moi. Mais c'est après coup, des gens qui ont lu cet ouvrage, qui parlent, c'est vrai, de la vie de Louis, mais qui parlent aussi de ma vie avec Louis, de mes après-midi passés chez lui, de mes soirées parfois, de nos disputes, de nos moments de complicité entre cet homme âgé au seuil de sa vie et puis moi qui était, à l'époque, j'avais dans la quarantaine. Et donc, voilà, c'est après coup que j'ai compris qu'il y avait peut-être un peu de cela. Et plus étrangement encore, c'est 2 ou 3 ans après son décès que je suis resté très proche des Poitiers, entre autres de Johanna Poitiers, qui est la femme de Sidney. Et je demandais à Johanna ce qui, d'après elle, avait fait que Louis, qui ne voulait plus voir personne, m'avait laissé revenir de jour en jour pendant ces 5 années. Et elle m'a dit à ce moment-là, je lui ai posé la question, et ce qu'il m'a dit, et donc il faut bien se dire, je n'ai appris tout ça que 2 ou 3 ans plus tard. Et lui aurait dit, quand j'ai Olivier près de moi, je m'y vois un peu. C'était très bizarre, parce que pourtant on n'a pas du tout le même parcours, je n'ai pas le talent de Louis, Louis n'était pas le plus grand comédien du monde, mais il y avait quelque chose chez cet homme, c'est évident, sinon Hitchcock ne l'aurait pas fait tourner, Minelli non plus, et d'autres, puisqu'il a travaillé avec L'Herbier, il a travaillé avec Marc Allégret, ça c'est pour la partie française. Mais donc voilà, il y avait quelque chose, sans doute oui, de cet ordre-là entre cet homme et moi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il n'y avait pas eu ces 5 années avec Louis, peut-être que j'y serais venu alors plus tard, ou pas. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est lui qui m'a, pour beaucoup, donné l'envie, ou redonné l'envie d'écrire.
Est-ce que cette capacité à susciter finalement de l'identification ou des projections, est-ce que c'est cet élément-là qui rend Olivier Mine le présentateur, puisque là on revient à votre premier métier, est-ce Oui, que c'est c'est- ce qui vous rend peut-être extrêmement populaire auprès du public français et francophone Boris, ça je ne sais pas. Sincèrement, je ne suis pas en capacité d'analyser ce truc-là comme ça. Parce que c'est très difficile d'avoir une opinion sur soi déjà, en tout cas la plus juste possible. Et puis, euh, et puis c'est vrai que j'avoue même ne pas y avoir réellement réfléchi. Vous savez, on essaie toujours d'être le plus proche possible de soi, dans l'image que l'on donne de soi. Alors, c'est plus vrai quand on vieillit, c'est moins vrai quand on est jeune. Quand on est jeune, on essaie de donner la meilleure image de soi, en pensant qu'on est toujours auprès de soi, alors qu'en fait non, on s'éloigne de soi. Mais on a tellement peur de décevoir, on a tellement peur de déplaire. C'est un mauvais calcul, mais voilà, après, que voulez-vous? Il y a encore une fois la nature de chacun, et puis l'éducation, et puis aussi les névroses, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu. Hein. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on n'est jamais maître de l'image que l'on envoie de soi. Et celle qui est réceptionnée par les uns et par les autres, elle est d'ailleurs très diverse. Je suis persuadé que sur des gens qui m'auraient suivi un peu ou qui me connaissent un peu, si vous les interrogez, vous aurez certainement peut-être un tronc commun, mais certainement surtout beaucoup de portraits très différents de moi, parce que leur avis serait sinon opposé, en tout cas oui, très divers. Alors, pour toutes ces personnes, en fait, hein, qui, quand on leur dit Olivier Mine, je rencontre ce soir Olivier Mine, il y a beaucoup de gens qui me disent ah, il a l'air formidable, je voudrais le rencontrer. Quel conseil vous donneriez, vous qui avez travaillé sur vous-même, qui avez travaillé sur le plan artistique? Un jeune artiste demain toque à votre porte. Quel est le conseil que vous donneriez pour réussir sa vie artistique, si tant est que ça existe? Bien, je pense que le premier conseil que je donnerais, c'est de surtout ne pas chercher à plaire. Alors que pourtant, tout est fait dans la plupart des disciplines artistiques, pour ne pas dire dans toutes, pour inciter les jeunes artistes à voir les gens qui vont assister à leur performance ou découvrir leur travail, à plaire à ces gens-là. Or non, ça c'est un mauvais calcul. D'ailleurs, le simple mot de calcul n'est pas un mot artistique. Il ne peut y avoir de calcul en art, d'après moi. Je suis peut-être un peu trop orthodoxe dans ma façon d'aborder cette notion-là, mais pour moi, elle me paraît fondamentale. C'est parce qu'on abandonne l'idée de vouloir plaire qu'éventuellement, on plaira. Ça serait presque le mot de la fin, mais Olivier, je vais me permettre une dernière question. On voit quand même que vous bouillonnez de projets, il suffit d'être assis à côté de vous. On sent cette énergie créative. Alors, quel est le projet en cours sur lequel vous travaillez en ce moment? Pour l'instant, je travaille sur un deuxième roman. Non pas que tout d'un coup, ça y est, je me prenne pour Balzac ou pour Maupassant, mais parce que tout simplement, je sais qu'il y a encore, je sens qu'il y a des choses encore à explorer là-dedans, parce que j'ai pris un plaisir fou à écrire, et en même temps, il y a eu de la peine aussi à sortir parfois. Parce que finalement, est-ce qu'on écrit? Une grande question, ça. Je ne suis pas convaincu qu'on l'écrive toujours. Je crois que quand on se met à écrire, en tout cas dans le genre du roman, qu'on est plutôt dans la traduction. Et il n'y a rien de plus difficile que de traduire, pourtant on reste dans sa propre langue, hein, mais de traduire les images qui se composent dans votre esprit, ou l'histoire en tout cas qui vous habite, que vous portez déjà, mais qui n'existe pas encore sur le papier. Il est très difficile en fait de traduire par les mots la totalité de ce que vous sentez, ressentez, voyez, vivez, sur des faits pourtant qui, pour la plupart, quand il s'agit de romans de fiction, n'ont jamais existé. Donc il faut trouver les bons mots, la bonne combinaison de ces mots entre eux pour encore une fois traduire au mieux et mener en fait tout simplement le lecteur à composer lui-même ces images qui
c'est tout de même ça l'idée, seront les plus proches possibles de l'histoire que vous voulez lui conter. Donc voilà, donc je suis là-dedans pour l'instant. Deuxième roman, et puis une idée qui me trotte d'un mélange. Moi j'aime bien le mélange des genres, donc je suis en train de composer un projet qui mélangerait un peu tout, c'est-à-dire le genre du théâtre, du cinéma, de la télévision, de la comédie musicale, voilà. Je réfléchis à un truc comme ça. Enfin, je suis malhonnête avec vous quand je dis que je réfléchis parce que déjà écrit beaucoup de choses, mais comme je suis superstitieux, je préfère dire que je réfléchis. Donc voilà, pour l'instant c'est ça. Alors on n'est pas, vous voyez, purement dans un programme de télé ou dans quelque chose de cet ordre-là, mais oui, on est plus proche de l'os qui compose mon squelette, on va dire. Olivier, il me reste à vous remercier. Merci Boris. On a parcouru une partie de votre jardin artistique, Oui. jardin intime peut-être. On a pris la montgolfière finalement ensemble aujourd'hui. Merci pour ce voyage. Donc Olivier, à bientôt et bon retour À très bientôt. en Californie. Merci Boris.